Chers téléspectateurs et internautes, c'est un réel plaisir de vous savoir scotcher au magazine Afrique Environnement Plus qui vous permet de comprendre les enjeux environnementaux. Face à l'urgence climatique et à l'impact des catastrophes naturelles, la communication est devenue l'arme de poing de la défense écologique. Mais comment transformer l'information en actions concrètes sans tomber dans le piège du discours stérile? C'est donc le défi que nous décryptons avec Nathalie Bouville, chargée de communication de l'Association technique internationale des bois tropicaux ATIBT. Mais avant, mesdames, messieurs, prenez vos blocs-notes et stylos pour noter le concept du jour. La communication éco-responsable est une communication qui est sensible aux enjeux écologiques et qui est responsable à la fois dans les messages qu'elle véhicule, mais aussi dans la manière de les véhiculer, que ce soit en graphisme, identité visuelle, logo, flyers, carte de visite, en photo et vidéo ou dans la construction d'un site internet. C'est avant tout une communication qui s'interroge autant sur sa manière de délivrer le message que le contenu du message en lui-même à travers un contenu authentique et transparent. Elle ne se limite pas à une simple sensibilité aux enjeux environnementaux, mais elle constitue une approche globale, stratégique et éthique de la communication qui intègre pleinement les principes du développement durable à chaque étape de sa conception et de sa diffusion. La communication éco-responsable repose d'abord sur une prise de conscience des impacts environnementaux. Elle a pour but de réduire l'empreinte carbone des supports, impression raisonnée, hébergement web éco-conçu, limitation des formats énergivores. Privilégier les matériaux durables et les circuits de production responsables. Intégrer une logique de sobriété en évitant la surproduction de contenu. Elle ne cherche pas seulement à parler d'écologie, mais à appliquer concrètement ces principes. La communication éco-responsable dépasse la simple diffusion d'informations. Elle vise à influencer positivement les comportements, consommation responsable, gestes écologiques, mobiliser les parties prenantes autour d'objectifs durables, participer à une transformation sociétale plus large. Elle devient ainsi un outil d'impact au service du changement. Mesdames, Messieurs, si vous venez de nous rejoindre, retenez que la sphère environnementale nationale et internationale a été marquée par plusieurs événements en matière de conservation, de finances climatiques, de protection de la terre et bien d'autres. Suivez donc ce condensé d'informations. Menacés par le braconnage, la surexploitation des ressources naturelles, les aires protégées du continent africain bénéficient désormais d'un allié technologique de taille. Il s'agit du logiciel IFRanger qui équipe les gestionnaires des parcs africains d'un outil d'analyse de données de haute précision en renforçant l'efficacité opérationnelle des parcs nationaux. Du Congo au Botswana, le projet IFRanger porté par Tebi Kabwi-Djunge, gestionnaire principal du projet Conservation International, révolutionne la protection de la biodiversité. Les étapes principales que vous voulez savoir, c'est d'abord l'installation des centres de contrôle à travers les 3 parcs qui sont au Congo, Nwabalendoki, Ozala-Kokwa et Konkwati. Donc nous avons travaillé dans ces parcs à travers les formations du personnel, donc des éco-gardes. Nous avons également travaillé dans le déploiement de la technologie pour permettre les actions de sécurité auxquelles nous allons parvenir, ou nous sommes déjà parvenus. La technologie est très importante dans la préservation de la nature, de l'environnement. Mais elle n'est pas seule. Il faut pour qu'elle soit efficace qu'il y ait l'apport de toutes les parties prenantes, à savoir les agents des différents parcs, les communautés, toutes les personnes qui sont appelées à préserver la nature. Après 4 années d'impact sur le terrain, le projet IFRanger a officiellement livré ses conclusions le 14 avril 2026 à Brazzaville. Honoré par la présence de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, cette session de clôture et de restitution du comité de pilotage a souligné l'importance stratégique de cette initiative pour la préservation des écosystèmes africains tout en saluant les résultats obtenus.
Air Forager apporte une réponse structurante en dotant nos équipes d'outils modernes, fiables et interconnectés, capables de renforcer la surveillance, la réactivité et la sécurité des éco-gardes. Les résultats déjà obtenus sont éloquents. Les infrastructures modernes et fonctionnelles, un écosystème technologique intégré, une capacité accrue de collecte et d'analyse en temps réel, des interventions rapides et ciblées sur le terrain et un suivi renforcé de la faune, notamment les éléphants. Car si les avancées sont indéniables, nous devons rester vigilants sur la maintenance des équipements, l'interopérabilité des systèmes et la durabilité financière et institutionnelle du projet. Déployé en 2022, la mise en œuvre du projet IFRanger a réuni les partenaires techniques et financiers, à savoir le Fonds pour l'environnement mondial, Conservation International et Allen Institute for Artificial Intelligence, autour d'un financement de plus de 2 millions de dollars pour révolutionner la protection de la biodiversité en Afrique. En Afrique centrale, la lutte contre le changement climatique entre dans une nouvelle phase. Après avoir soumis leur troisième contribution déterminée au niveau national dite CDN 3.0 à la Convention des Nations Unies contre la corruption, CUNUC, les pays de la CEAC passent désormais à l'action. Du 23 au 25 avril 2026, des experts climat venus de toute la sous-région se sont réunis à Douala au Cameroun pour transformer les engagements en projets concrets et surtout trouver les financements pour les réaliser. Ces travaux ont permis aux experts de réfléchir sur comment renforcer les capacités des États pour déployer efficacement leurs politiques climatiques et comment financer des projets multisectoriels capables de répondre aux défis environnementaux tout en soutenant le développement économique. Pour le coordonnateur du Hub régional sur la transparence de l'action climatique, Gervais Ludovic Ituamadou, le défi aujourd'hui, ce n'est plus de promettre, mais d'agir. Il faut des actions concrètes, structurées et financées. Même son de cloche du côté des partenaires internationaux. Le docteur Henning Wester, directeur de l'initiative pour la transparence de l'action climatique, a insisté sur un levier essentiel, la transparence, un outil stratégique pour consolider développement économique et lutte contre le réchauffement climatique. Au terme de 3 jours de réflexion, plusieurs recommandations fortes ont été formulées, notamment intégrer des budgets dédiés à la recherche et à la réduction des émissions, renforcer l'accompagnement des États par le Hub régional et ses partenaires pour améliorer la transparence. On retiendra qu'un message clair ressort de Douala. L'Afrique centrale veut désormais faire des CDN 3.0 un véritable moteur de transformation économique et environnementale en Afrique centrale. Pendant que le réchauffement climatique s'intensifie aux 4 coins du monde, les États haussent le ton. L'heure est à la mobilisation générale pour sauver la planète. Le 22 avril 2026, la communauté internationale a célébré la Journée mondiale de la Terre nourricière autour du thème « Notre pouvoir, notre planète ». En République du Congo, la célébration n'est pas passée inaperçue. Le gouvernement, à travers la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, a salué la pertinence de ce thème et les enjeux actuels. En cette année 2026, l'heure est à la mobilisation générale. Que ce soit par l'entrepreneuriat vert ou l'engagement associatif, chaque Congolais détient une part de la solution. Le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, est à vos côtés pour transformer cette énergie citoyenne
en une réalité. Exercer notre pouvoir pour notre planète, c'est reconnaître que la santé de nos écosystèmes conditionne notre avenir collectif. C'est comprendre que chaque effort consenti pour protéger nos forêts, nos tourbières, nos mangroves, nos rivières, nos sols et notre biodiversité est un investissement dans la sécurité alimentaire, la santé publique, la résilience climatique et la prospérité économique. Nous ne pouvons parler de pouvoir sans parler de responsabilité. En tant que gardien de tourbières, de mangroves et de forêts vitales, le Congo exige une justice climatique. La planète ne nous demande pas d'être ses sauveurs passifs, mais ses partenaires actifs. En matière de protection de la terre nourricière, le Congo entend faire entendre sa voix. Selon la ministre Arlette Sodonono, le pays s'inscrit pleinement dans une dynamique de préservation, notamment à travers son engagement pour la protection du bassin du Congo. En République du Congo, au cœur du bassin du Congo, nous avons la responsabilité particulière de préserver l'une des plus grandes forêts tropicales du monde. Cet immense patrimoine naturel est non seulement un trésor naturel, mais aussi un bien commun de l'humanité. Agir pour sa protection, c'est investir dans la stabilité climatique mondiale et dans le bien-être des générations futures. Au-delà des discours, un appel fort est lancé. Le gouvernement invite chaque citoyen à prendre sa part de responsabilité, adopter des gestes simples, préserver les ressources naturelles et contribuer à la lutte contre le changement climatique. J'invite donc chaque citoyen à poser un acte concret pour la terre nourricière, planter un arbre dans le cadre de la décennie mondiale de la forestation, réduire les déchets plastiques, protéger une source d'eau ou soutenir une initiative communautaire. Nous devons unir nos efforts et nous engager collectivement. Les actions que nous posons en 2026 doivent tracer la voie vers une harmonie durable avec la nature en plaçant la préservation de notre planète au cœur de nos choix et de nos politiques. Pour protéger les écosystèmes, promouvoir une économie verte, réduire la pollution et préserver la biodiversité sont autant de décisions qui renforcent notre avenir commun. La protection de la planète n'est plus une option. En République du Congo, comme ailleurs, l'avenir de la Terre dépend désormais des actions d'aujourd'hui. Pendant 3 jours, les chercheurs des pays du bassin du Congo et les experts internationaux ont partagé les outils pour faire de chaque indicateur climatique un véritable instrument de gouvernance. Dans son intervention, l'expert congolais Gervais Ludovic Twamadou, coordonnateur du hub régional CEAC et vice-président du 3e groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, est revenu sur l'importance de structurer les données locales et sous-régionales afin d'atteindre les objectifs du développement durable. Au niveau du groupe de travail numéro 3 du GIEC, plus spécifiquement, on parle de l'action climatique. Vous savez qu'il y a beaucoup de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Toutes les données, tous les inventaires, chaque jour qui passe bat le record des émissions des jours passés et des années passées. Quelle est la quantité du CO2 que vos forêts séquestrent chaque année pour prétendre placer ça dans les marchés carbone? Il faut du travail scientifique, il faut des outils, mais nous devons en prendre conscience. Mais si on n'en prend pas conscience, c'est là où le bas il blesse. Cette première conférence annuelle de l'initiative Sciences pour le bassin du Congo a permis aux jeunes chercheurs de s'engager davantage dans la collecte et le traitement des données dans les domaines hydrologiques, météorologiques et bien d'autres. J'ai eu la chance d'entendre les grands dans les domaines de l'eau, surtout pour moi personnellement qui m'intéresse au climat et à la météorologie, parce que je vais travailler sur la validation d'un nouveau jeu de données hydrométéorologiques dans les bassins du Congo, plus principalement en RDC. Donc, ça sera en fait ma petite pierre que je pourrais apporter
par rapport à ma région. In fine, le GIEC est un organe des Nations Unies offrant des rapports d'évaluation qui éclairent les négociations et la mise en œuvre des politiques climatiques afin de permettre aux pays d'agir face au réchauffement climatique. Après ce tour d'actualité environnementale, ce numéro met en lumière une thématique capitale, à savoir la place de la communication environnementale dans la défense écologique. On en parle avec Nathalie Bouville, chargée de communication de l'ATIBT, Association technique internationale des bois tropicaux. Elle nous parle des missions de son institution, puis nous partage vraiment son expertise autour de cette thématique. Suivez. Donc, l'ATIBT, nous sommes une association qui a été créée en 1952 à la demande de la FAO pour fédérer le secteur forestier des bois tropicaux. En 70 ans, nous avons beaucoup évolué et maintenant nos membres, et nous avons plus de 167 membres de plus de 28 pays, représentent toutes les parties prenantes du secteur forestier. Donc non seulement les gestionnaires de forêts, les importateurs, les metteurs en marché, mais nous avons aussi des ONG qui font partie de notre association. Nous avons aussi des organismes de recherche, des organismes scientifiques, des États et des personnes privées. Donc en fait, nous sommes devenus maintenant une plateforme d'échange, de dialogue et un réseau qui a pour mission de promouvoir le bois tropical et de défendre les intérêts du secteur. Alors, la communication est essentielle. Tous les projets qui sont menés, on doit faire savoir ce qui a été fait. Donc, on a un rôle très important. Notre rôle, c'est d'éduquer, d'informer et que les messages autour des activités qui sont faites par les différents acteurs parviennent aux populations. Nous sommes sur un sujet qui concerne tout le monde sur cette planète. Nous sommes dans une crise climatique, une crise de la pollution, une crise vraiment environnementale grave. Et c'est important que toutes les actions qui sont faites en faveur de la défense qui sont faites contre la déforestation ou pour la promotion, la conservation de la planète soient connues par le public. Donc c'est vraiment un enjeu crucial. Et je dirais qu'on fait face à beaucoup de challenges parce que d'un côté, on a cette charge de faire savoir, de faire connaître nos activités, mais dans un contexte où souvent les moyens ne sont pas aussi importants que dans d'autres secteurs d'activité, d'une part, et d'autre part, nos sujets sont complexes. Tout ce qui traite au changement climatique, à la déforestation, il y a beaucoup à la perte de la biodiversité. On touche à des sujets qui sont complexes et qui doivent être expliqués, qui doivent être aussi soutenus par la science. Donc on est vraiment face à des défis parce qu'on a des éléments très scientifiques, très compliqués qu'on doit vulgariser. Et je dirais que c'est un des grands enjeux de la communication environnementale, c'est de parvenir à rendre simple des sujets très complexes. Effectivement, la TIBT, nous défendons une exploitation forestière durable et certifiée, raisonnable. Donc tous nos membres sont dans des démarches éthiques de certification, donc qui assurent que le bois qui est exploité l'est fait avec le respect de l'environnement, le respect des populations et des travailleurs et en respectant évidemment les légalités des différents pays. Donc ça nous donne une force, mais aussi un poids, parce qu'on doit vraiment défendre ce type d'exploitation forestière légale et certifiée et durable. Tout à fait, c'est vraiment une problématique. Nous, à la TIBT, lorsque nous répondons à des appels d'offres, nous insistons toujours pour qu'il y ait un fort volet communication sur tous les projets. On explique à nos bailleurs que ça ne sert à rien de faire certaines choses si on n'a pas des moyens pour communiquer et pour le faire savoir. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et le fait même que je sois responsable communication de cette association, ça montre à quel point la communication est importante pour nous. Parfois, dans des ONG, personne ne s'occupe de la communication ou c'est peut-être un stagiaire qui va faire la communication. La TIBT a investi depuis toujours dans la communication.
On a des moyens tels que des sites internet, nous faisons une newsletter, nous avons des réseaux sociaux. Donc chacun de nos projets fait l'objet d'une stratégie de communication et nous communiquons aussi sur la TBT en général, ce qui nous amène des nouveaux membres et les nouveaux membres participent à tous les efforts. Donc la communication, je dirais, est au centre de la TIBT. Ça fait partie des piliers. Dans ce que nous souhaitons faire, la TIBT, nous faisons du plaidoyer, du lobbying, on fait de la formation, de l'éducation, on fait techniquement, on apporte des informations sur tout ce qui concerne le secteur forestier. Et le marketing et la communication, c'est aussi un des piliers. Donc c'est pour vous montrer à quel point pour nous c'est important. Alors la communication, je dirais, c'est essentiel, mais il n'y a pas que la communication. Donc il doit y avoir des actions concrètes qui sont prises par les personnes, par les entreprises, pour aller vers une diminution de la pollution, pour lutter contre la déforestation. Donc il y a des actions qui doivent être faites concrètement par les entreprises, par les populations. Et la communication doit amplifier et doit montrer l'exemple et doit donner envie aux populations, où qu'elles soient, de participer à cet effort. La planète, c'est les hommes qui sont responsables des changements climatiques. Donc c'est les hommes et les femmes qui vont devoir changer leur comportement. Donc la communication a un rôle à jouer pour inciter les personnes à changer leur comportement pour aller dans un meilleur sens. Les budgets moi qui ai travaillé dans des agences de communication, dans des entreprises, les budgets de communication que nous avions pour promouvoir des objets de consommation ou des services sont tellement beaucoup plus élevés que ce que nous avons maintenant pour la communication environnementale. Alors, la TIBT, nous sommes une association, donc nous sommes à but non lucratif. Donc, en ce qui nous concerne, nous ne faisons pas de business et nous sommes là nous utilisons les fonds des cotisations de nos membres et les fonds qui nous sont donnés par les bailleurs tels que l'AFD, l'Union européenne ou la coopération allemande pour accomplir des projets. Nous avons plusieurs projets. Donc, par exemple, nous avons un projet financé par l'Union européenne qui s'appelle le MIB Congo qui vise à développer le marché intérieur du bois domestique. Donc ça, c'est quelque chose de très concret où nous avons des financements pour essayer de motiver et de dynamiser le marché intérieur du bois. Au Cameroun, nous avons un projet qui s'appelle ASP Cameroun, donc appui au secteur privé. Nous avons des projets aussi dans le domaine de la forestation et du reboisement. Donc nous avons un projet au Cameroun qui s'appelle UFA Cameroun. Et un de nos gros projets qui nous fait intervenir dans toute la sous-région, dans tout le bassin du Congo, c'est le projet ADEFAC, qui est un projet financé par l'AFD et qui est vraiment centré sur la formation. Donc nous formons les gens au métier du bois, au métier de la transformation du bois ou même aux différents métiers dans les concessions. Nous avons tout un volume et nous avons des partenariats avec des organismes de formation dans les différents pays et nous soutenons la formation. Je pense qu'il faut vraiment se fédérer, il faut faire des partenariats, il faut se dire, moi, je promeus le bois tropical certifié, j'ai le label FSC ou PFC, ils font la même chose. La FAO veut aussi promouvoir le bois tropical. Mettons-nous ensemble. Donc moi, je dirais que vraiment, ce que je vois comme solution, c'est au lieu de vouloir faire chacun une campagne de communication dans son coin, de se mettre ensemble et de réunir nos forces. Vous venez donc de suivre Madame Nathalie Bouville, chargée de communication de l'ATIBT. Elle vous a donc partagé son expertise autour de la communication environnementale. Chers téléspectateurs et internautes, place cette fois-ci aux grands rendez-vous environnementaux d'ici et d'ailleurs. La table ronde internationale des bailleurs de fonds pour le financement du Fonds bleu pour le bassin du Congo se tiendra le 26 mai 2026 à Brazzaville, en République du Congo, en marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement BAD. Cet événement majeur est organisé par le secrétariat exécutif de la Commission climat du bassin du Congo, CCBC,
avec l'appui technique et financier de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale BDAC. Cette table ronde vise à mobiliser environ 10 milliards de dollars pour la mise en œuvre du plan d'investissement global du Fonds bleu pour le bassin du Congo qui comporte plus de 200 projets dont 54 projets prioritaires au profit des populations. La 21e session du Forum des Nations Unies pour les forêts se tiendra du 11 au 15 mai 2026 au siège de l'ONU à New York aux États-Unis. Ces assises politiques seront centrées sur le dialogue de haut niveau, le développement des politiques et la prise de décision. Par ailleurs, la 21e session du Forum sera consacrée à un débat d'orientation, notamment la mise en œuvre du plan stratégique des Nations Unies sur les forêts 2017-2030, en prenant en compte les débats tenus et les propositions formulées lors de la 20e session du Forum. Le Forum accueillera les États membres ainsi que 9 grands groupes, femmes, jeunes, populations autochtones, ONG, accrédités auprès de l'ECOSOC. Proclamée par l'Organisation des Nations Unies et portée par la FAO, la Journée internationale de la santé des végétaux sera célébrée le 12 mai 2026 au siège de la FAO à Rome en Italie sous le thème « Préserver la biosécurité végétale pour protéger la sécurité alimentaire ». Cette célébration met l'accent sur la protection contre les ravageurs et maladies pour assurer l'approvisionnement alimentaire mondial. Elle vise également à sensibiliser la communauté internationale en montrant comment la protection de la santé des végétaux peut contribuer à éliminer la faim, à réduire la pauvreté, à protéger la biodiversité et l'environnement et à stimuler le développement économique. La Journée internationale de la santé des végétaux souligne en outre la nécessité d'une gestion durable des maladies végétales exacerbées par le changement climatique. Vous venez de passer 30 minutes d'apprentissage et de découverte. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que s'achève ce numéro d'Afrique Environnement Plus. Grand merci à l'équipe technique et rédactionnelle. On se retrouve mercredi prochain à la même heure.